Bienvenue dans Aparté, le podcast de l'innovation média. On n'a pas demandé aux médias d'être créatifs. On était dans l'urgence, c'était un fond d'urgence. Est-ce que vous êtes dans les critères salle de rédaction petite ou moyenne? Est-ce que vous êtes une presse locale? De quoi vous avez besoin et quel usage vous allez faire de ces fonds? Voilà. Et les chiffres sur le nombre de médias aidés, c'est plus de 5300 qui ont été aidés et qui sont en train de recevoir un soutien de l'ordre de entre $5 000 et $30 000. Bonjour. Cette semaine dans Aparté, on reçoit l'un des personnages qui regarde les médias depuis un endroit particulièrement intéressant puisqu'il travaille chez Google. On vous le présente dans un instant. Bonjour Jean-Baptiste Diebold. Bonjour Philippe Couve, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aparté, une nouvelle fois, est enregistré à distance et pour ce dernier épisode de la saison, nous vous proposons un entretien un peu plus long que d'habitude, un entretien en forme de bilan aussi de cette période un peu folle que nous venons de vivre avec le confinement. Nous recevons cette semaine Ludovic Blécher, responsable de Google News Innovation. Bonjour Ludovic. Bonjour Philippe. Bonjour Ludovic, on va peut-être rappeler pour commencer. Bonjour. Qu'est-ce que c'est exactement que Google News Initiative ? Donc la Google News Initiative a été lancée il y a un peu plus de quasiment 3 ans maintenant, 2 ans et demi, et c'est vraiment l'initiative mondiale de Google pour la collaboration, le travail, le soutien aux initiatives dans les médias. Donc c'est vraiment cette idée finalement qui de se dire on est plus fort quand on collabore, on se comprend mieux quand on se parle et il y a plein de choses à faire ensemble. Et finalement, cette Google News Initiative, elle date de 3 ans, mais elle a des origines plus lointaines, on va dire, et notamment européennes, puisque avant on avait lancé le DNI, on aime bien les acronymes finalement à Google, qui était la Digital News Initiative, qui était... Alors, on va parler de tout ça en détail dans un instant, Ludovic. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation dans Aparté. Aparté qui est le podcast de l'innovation média proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et Samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Donc dans cet épisode, on va parler, on vient de le dire, de la Google News Initiative qui est et de ces initiatives justement au cœur de la crise du coronavirus avec un fonds d'aide aux médias qui a été mis en place et puis aussi plein d'autres sujets, plein d'autres initiatives portées par cette entité. On évoquera aussi les sujets qui peuvent fâcher puisque Google est au centre de plusieurs controverses, parfois assez vives, avec les médias. Et puis on reviendra sur ton parcours personnel, Ludovic, et sur ta vision de l'innovation dans les médias. C'est ce qui nous intéresse, et puisque tu as passé, toi, des années à faire au début évoluer le site web de Libération, puis tu es parti aux États-Unis à la Nieman Foundation à Harvard, et puis, on l'a dit, ton rôle à la tête du fonds Google en France et de la Google News Initiative à une échelle internationale. On commence avec le dernier épisode de cette crise que traverse la presse depuis des décennies maintenant. Le confinement a été un moment très difficile pour nombre de médias papier, comme l'expliquait il y a quelques jours ce reportage de TF1. Venons-en maintenant à ce sujet qui nous tient forcément à cœur ici à TF1. Le secteur de la presse, vital à toute démocratie, connaît une crise sans précédent dans notre pays. Crise qui s'est d'ailleurs aggravée pendant l'épidémie. Durant le confinement, vous le savez, les kiosques à journaux avaient le droit de rester ouverts, mais les ventes ont chuté de 42%. Plusieurs rédactions se retrouvent donc aujourd'hui dans une situation dramatique. Vincent Plévin, Linda Huré et Iker Zabala. À Marseille, depuis des semaines, ce vendeur de journaux a un problème. D'habitude, j'ai Le Monde,
l'équipe. Ce présentoir et plusieurs de ses rayons restent désespérément vides. Il est vide, hein, on reçoit plus rien du tout. Hein. Programme télé, voilà. Non, toujours pas reçu. Voilà. Je suis vraiment désolé. Plusieurs fois par jour, il doit s'excuser face à des clients de plus en plus excédés. Ça fait 6 semaines, hein, maintenant, 6 ou 7 semaines. Hein. C'est scandaleux. Scandaleux. Ludovic Blécher, c'est face à cette situation de crise aggravée par le confinement que Google News Initiative a décidé de réagir ces dernières semaines. De quelle manière? Écoutez, si vous voulez, moi j'ai été évidemment, comme tout le monde, à la fois extrêmement frappé et on s'est retrouvé dans une situation extrêmement particulière, unique, jamais vue et d'autant plus unique qu'elle était globale. C'est rarissime, mais c'est peut-être la spécificité de cette crise, c'est que tous les citoyens de ce monde et donc tous les médias de ce monde entier ont été confrontés au même problème, qui est du jour au lendemain quasiment d'avoir une crise qui de plein fouet obligeait à la fois à réinventer les méthodes de travail, puisque les journalistes leur métier premier, c'est d'aller sur le terrain. Là, ça devenait compliqué d'aller sur le terrain. C'est de se retrouver en salle de rédaction pour définir ensemble des angles, des sujets et construire finalement ensemble un journal, un site web, une émission de radio, de télé. Et bien là, on devait apprendre à travailler, les journalistes ont dû apprendre à travailler à distance, mais comme mécanique générale, c'est-à-dire que même la conférence de rédaction physique était devenue extrêmement complexe. Donc, il y a eu à la fois un besoin immédiat de réinventer les méthodes de travail, la façon de travailler, le workflow, comme on dit, hein, le circuit de copie, le circuit de distribution, et évidemment un impact extrêmement fort aussi sur toutes les fondamentaux économiques. Donc une chute drastique et immédiate des revenus publicitaires et des difficultés à distribuer pour la presse. Voilà. Donc, et évidemment, une audience qui elle-même est complètement en situation, là aussi, d'une disruption énorme, puisque se retrouvant à la maison, confinée. Donc, du jour au lendemain, on a comme ça cette lame de fond qui vient toucher, impacter absolument tout le monde. Et moi, ça fait des années maintenant, quasiment 10 ans que finalement le cœur de mon métier, c'est de stimuler l'innovation, de pousser les médias à réfléchir ou mettre en place des habitudes nouvelles, à tester des choses, à travailler aussi sur leur culture, sur des logiques d'accompagnement du changement, sur des nouveaux modes de production, des nouveaux modes de distribution. Et bien finalement là, il n'était plus tellement question d'innovation dans les discussions que j'avais, ou en tout cas plus question de pousser à innover, puisque l'innovation et l'adaptation étaient forcées du jour au lendemain. Il fallait réinventer des méthodes de travail, il fallait inventer immédiatement et mettre en place du jour au lendemain d'autres méthodes de distribution, etc. En revanche, là où c'est vraiment focaliser la conversation, c'est de dire mais le choc est tel qu'on n'est pas sûr d'avoir le minimum pour pouvoir continuer finalement à faire le boulot minimum, comment on paye nos journalistes, comment on fait pour s'équiper, pour travailler à la maison, comment on fait pour s'adapter et assurer le besoin d'information dans cette période si particulière, alors même que les gens ont plus que jamais besoin d'être informés. Voilà. Donc, Ouais, et oui. alors est-ce que tu peux nous raconter de l'intérieur comment ça s'est passé, c'est-à-dire au sein de Google Et voilà. qu'est-ce que vous avez fait d'abord? Qu'est-ce que vous avez fait Voilà, pour comment ces vous médias? avez Voilà. procédé, qui a travaillé sur le projet, avec quel budget, enfin voilà, vraiment de l'intérieur, comment toi tu as mis en place tout Absolument. ça ou avec. Ouais.
Je suis pas le seul, hein. On est plusieurs à entendre ça, à entendre finalement avoir une discussion qui devient vraiment sur l'urgence, quoi. Et donc à ce moment-là naît l'idée, et c'est évidemment un collectif, mais j'ai été, je dois dire, à l'origine de cette idée et qu'on a travaillé tous ensemble, qui est de dire, mais à situation d'urgence, réponse d'urgence. Et donc là, il ne s'agit pas nécessairement de dire mais venez avec des projets de changement et de pousser pour avoir des nouveaux projets, mais comme quand il y a une crise avec un tremblement de terre ou bien qu'est-ce qu'on fait dans l'urgence absolue. Et donc est née cette idée de créer un fonds d'urgence, Emergency Relief Fund, et de le centrer sur la presse locale, les acteurs de taille petite et moyenne, et notamment ceux qui servent particulièrement une zone géographique spécifique au niveau local. Et on s'est dit, mais comment on met en place une réponse d'urgence globale, mondiale et, et extrêmement rapide. Et donc tout Et c'est un l'enjeu a budget que été... tu avais, c'est un budget que vous aviez déjà ou qu'il a fallu aller chercher, qu'il fallait convaincre en interne? Bah, quand on va sur ce genre d'initiative, il y a évidemment beaucoup de gens à convaincre à peu près tous les niveaux. Les décisions sont prises là-dessus aux États-Unis, évidemment, mais je dirais que c'est surtout une approche qu'on sait vraiment faire à Google, c'est qu'il y a un moment où on sait réagir vite à des actions importantes, et c'est dans des moments importants où on a une approche vraiment cross-fonctionnelle, quoi, où dans toutes les régions, il y a des gens qui travaillent ensemble avec des comités qui sont faits et puis est remonté par JNI, qui est finalement cette Google News initiative, qui est une structure cross-fonctionnelle, hein, parce qu'il n'y a pas on va dire, une équipe dédiée JNI. Il y a appartient à JNI des gens qui sont qui travaillent sur les news, mais qui peuvent appartenir à différentes entités, que ce soit le News Lab, que ce soit des gens plus produits ou sur l'innovation comme moi. Voilà, donc c'est vraiment une une sorte de groupement cross-fonctionnel de coalition interne qui nous permet de faire avancer ces sujets-là. Donc, bah, Mais très ouais. concrètement, Ludovic, qu'est-ce que vous avez fait pour les médias, Alors voilà, concrètement? donc la question c'est exactement ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'est dit, on veut mettre en place un fonds d'urgence. Comment on met ça en place? Donc déjà, on a défini les choses, qui est éligible. Donc presse locale, qu'est-ce que ça veut dire presse locale? Comment on définit la presse locale? Donc on a mis en place des critères publics, et en moins d'un mois, on a vraiment quelques semaines après le confinement ouvert ce fonds, fait un appel à projet et dit à tous ceux qui sont éligibles, appliquez, dites-nous de quoi vous avez besoin, et on couvrira avec des montants de quelques milliers de dollars maximum. Donc c'est vraiment une aide répondant à l'urgence. Eh ben, on apportera un support qui vous permettra d'acheter des ordinateurs pour bosser de la maison, de vous équiper de masques, d'aider au paiement de journalistes ou de freelancers pour continuer à faire fonctionner votre rédaction. Et donc, c'était ouvert à des rédactions entre deux presses locales, entre 2 et 100 journalistes. On peut aller au-dessus de 100 journalistes pour les groupes, mais le corps, c'était vraiment entre 2 et 100 journalistes. Voilà. La presse Vous avez locale eu parce que combien de c'est demandes? considéré comme la presse locale parce que c'est considéré comme aujourd'hui la plus fragile des médias. Moi, j'ai toujours du mal à dire le plus fragile, et de faire comme ça hiérarchiser la difficulté, parce que tout le monde a été évidemment en difficulté. Il est évident que c'est une presse qui a été particulièrement impactée par la chute des revenus drastiques publicitaires. C'est notamment pour les plus petits acteurs, des acteurs qui commence à aller maintenant sur les modèles d'abonnement, mais c'est plus récent, donc évidemment plus exposé à la chute des modèles publicitaires. Et il est aussi évident que dans cette
crise absolue, la presse locale, donc qui est celle qui est au plus près des gens, au plus près des citoyens, joue un rôle particulièrement important. Donc voilà, ça nous a semblé Est-ce que être c'est aussi particulièrement pertinent. parce que la presse locale américaine, notamment, Mhm. ces dernières Mhm. années, a été terriblement impactée par cette crise dont on parle? Est-ce que c'est ça aussi qui a conduit à centrer l'aide sur cette presse locale? Bah, je dirais que le constat de la difficulté de la presse locale, dans laquelle est la presse locale, on le fait depuis longtemps, et particulièrement aux États-Unis. Je dirige d'ailleurs une initiative qui s'appelle Innovation Challenges, qui sont des appels à projets autour de l'innovation. Et le premier challenge qu'on a fait l'an dernier aux États-Unis était autour de projets pour la presse locale. Donc il est évident qu'il y a là une difficulté, mais on ne sait pas. Je dirais que les choses se sont faites de façon plus évidente. Partout, on voit bien qu'il y a un vrai enjeu pour la presse locale et cette crise impactait particulièrement la presse locale. Voilà, donc on a défini des critères et on a centré essentiellement sur les organisations de presse locale. Ouais, vous Mais avez on dû n'a pas eu un recevoir des... prisme Ouais. spécifique aux États-Unis. Là, on était vraiment sur une approche mondiale. C'est quelque chose qui a touché et qui touche et qui continue de toucher tout le monde. Enfin, donc, qui est une particularité au-delà des médias de cette pandémie et de cette crise. Alors très logiquement, vous avez reçu des centaines, peut-être même des milliers de dossiers. Comment vous avez fait? Vous étiez combien à pouvoir les traiter? Vous en avez eu combien en France et vous en avez retenu combien en France et dans le monde? Non, mais c'est Sur là quels un autre vrai critères? sujet, parce que quand on se monte quelque chose comme ça en moins d'un mois, en fait, on a souvent du mal à imaginer la machinerie qui se met en place derrière. On a ouvert l'appel à projet pour 2 semaines uniquement, je dis uniquement entre guillemets, parce que ça a toujours été un sujet quand je fais des appels à projets plus sur l'innovation. Est-ce qu'on doit ouvrir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois les appels à projets? Et puis on se rend compte que de toute façon, tout est toujours envoyé au dernier moment. Et que ce soit les appels à projets que je faisais en France, en Europe ou dans le monde, c'est vraiment à partir de l'avant-dernier jour qu'on commence à recevoir un nombre conséquent de projets. Donc les gens atteignent la dernière minute. Et bien là, on a eu quelque chose de complètement inverse. On a ouvert en 2 semaines et on a reçu tout de suite, mais dès le premier jour, un nombre extrêmement conséquent de projets. Alors, je vous donne le chiffre, évidemment. Donc, on a reçu au final plus de 12 000 projets. 12 000 projets de 140 pays éligibles. Donc c'est absolument C'est gigantesque. énorme, Ouais. gigantesque. Et 90% de ces projets venaient de salles de rédaction, enfin d'entités, on va dire, d'organisations médias, de moins de 26 journalistes. Hein. Il y en avait des beaucoup plus grosses, évidemment, mais c'est dit à quel point il y avait cet impact, à quel point la crise touchait tout le monde et était dure, brutale, violente, et évidemment de notre côté, comment on pouvait apporter une réponse aussi rapide à un nombre aussi élevé de projets envoyés. Alors le mot projet est quelque part un petit peu prêt à confusion parce que dans ce cadre-là, et ça explique aussi pourquoi ça a été très vite, on n'a pas demandé aux médias de nous dire d'être créatifs. On leur a demandé de nous dire est-ce qu'on était dans l'urgence, c'était un fonds d'urgence, est-ce que vous êtes dans les critères, salle de rédaction petite ou moyenne, est-ce que vous êtes une presse locale, de quoi vous avez besoin et quel usage vous allez faire de ces fonds. Voilà. Mais il s'agissait plus de voir comment les gens étaient dans ces critères pour qu'on puisse venir les aider que de juger de la qualité d'un projet, évidemment. Néanmoins, 12 000 applications, et bien derrière, il faut les traiter et là, appliquer des critères extrêmement de rigueur pour pouvoir être inclusif et juste. Donc, il y a quasiment 300 personnes de Google qui ont travaillé partout, en Amérique latine, en Asie, aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, absolument partout, et qui ont revu une par une toutes ces applications, toutes ces candidatures.
le plus juste. Toutes ces candidatures envoyées par les médias absolument partout. Alors, j'ai évidemment pas tous les chiffres en tête, mais si je vous donne la France, puisque Et au niveau global, on parle de plus évidemment, de 5000 médias qui auraient été aidés, c'est ça? voilà, alors les chiffres sur le nombre de médias aidés, c'est plus de 5300 qui Mhm. ont été aidés et qui ont reçu ou qui sont en train de recevoir un soutien de l'ordre de entre 5 000 dollars et 30 000 dollars. US dollars. Alors, évidemment, il y a eu aussi, vous savez bien que notamment en presse locale, pas que, mais notamment en presse locale, il y a des grands groupes, et il y en a eu en France également, par exemple un groupe comme Hebdo qui a beaucoup de publications. Dans ces cas-là, on a pris les différents, ils ont donc envoyé plusieurs candidatures, et pour les groupes, on a capé à 85 000 dollars. C'était la Donc, on a limite donné un maximum. maximum de 85 000 dollars pour les groupes. Voilà. Sinon, pour les titres, selon leur taille, recevaient entre 5 000 et 30 000 dollars. Et, Et et sur en... les critères, du coup, parce Mhm. que c'est vrai que j'avais entendu, par exemple, il me semble que c'était à rue 89 où il y avait deux entités locales, genre Strasbourg et Lyon. Il y en a une qui a eu, du coup, un OK et l'autre non. Ça doit être hyper difficile de choisir et surtout sur des dossiers qui sont parfois quasiment identiques comme ça. Alors, je peux regarder plus spécifiquement, mais le OK et non, là par exemple, je vois que rue 89 Bordeaux a été pris, rue 89 Lyon a été pris, voilà, je peux le confirmer, rue 89 Strasbourg, donc je vois pas bien d'où vient le non, D'accord, non, mais donc ça bon, je veux bon, alors bien, effectivement, voilà. Et c'est mais évidemment sur les dur de critères. vérifier, Ouais. mais et donc de s'assurer qu'ils sont bien dans les critères. Mais la preuve est la faite que bah oui, s'ils étaient dans les critères, ils étaient reçus. Et donc, bah, contrairement à ce qui est dit là, rue 89 Lyon, rue 89 Bordeaux et rue 89 Strasbourg, qui sont des entités différentes. Hein. On n'est Hmm. pas dans le cas d'un groupe là. J'imagine qu'ils ont des liens évidemment, mais ce sont des entités juridiques différentes. Euh, sans lien capitalistique, ont été reçus comme Street Press, alors Publi Hebdo, je les ai cités comme groupe, on a Nice Il y avait Matin sur de la Médiacité presse, peut-être? Non, je sais plus. je- Made in Perpignan, je ne sais pas si Médiacité, absolument. Est-ce que d'ores et déjà, on peut avoir une idée, ou tu as une idée de l'impact de cette aide? Est-ce que ça a permis à certains d'éviter la fermeture ou d'éviter des conséquences plus graves? Est-ce que c'est trop tôt pour le dire ou est-ce qu'on peut déjà dire des choses là-dessus? Non, mais déjà là-dessus, il faut surtout éviter de penser que cette solution est la seule et qu'elle va sauver et que ça va être une solution miracle. Il est évident que, bon, parce qu'on a ces retours-là, ça a permis à certains bah, de passer un premier moment de cette étape, de cette crise. Donc, c'était extrêmement bienvenu pour venir en aide. Est-ce que mais c'est une réponse de court terme et de court et moyen terme. Donc ça a été, je crois que ce qui a été particulièrement apprécié, ça a été la capacité de réaction, parce que ce qu'il fallait, c'était pouvoir tenir le coup au moment le plus compliqué, quoi, le plus compliqué de cette crise, où là, il fallait tout réorganiser. Et donc, l'impact premier, ça a été de permettre d'être un peu un amortisseur de la transition nécessaire. Et ensuite, il y a plein de choses qui sont venues se mettre un peu plus en relais, hein, parce que ce confinement, comme toutes les crises qui précipitent une mutation, bah, ça a permis aussi de comprendre que bah, bosser à distance, ça fonctionnait aussi de certains points de vue. Hein, c'est pas forcément la panacée, mais ça permettait de mettre en place d'autres organisations de travail pour aussi pas mal fonctionner, et puis de mettre en place un nouveau rapport au lecteur qui avait plus de temps pour consommer les news, où il y avait une demande
plus importante que jamais d'informations de qualité et où il y a eu aussi un appétit pour des modèles payants et des gens prêts à payer et à financer. Donc ça a été une opportunité de basculer plus vers une relation extrêmement forte, extrêmement directe avec le lecteur. Et donc ce temps gagné, cet amortisseur a permis de mieux mettre en place toute cette mécanique indispensable pour se mettre en ordre de bataille et essayer de s'adapter à cette nouvelle réalité. Et pour que les choses soient claires, est-ce qu'il y avait une contrepartie qui était demandée à ces médias? Non, la seule, j'utiliserai pas le mot contrepartie, hein. On veut évidemment s'assurer que l'argent va bien à des projets, à des projets, au financement du journalisme. Voilà. Donc on demandera évidemment un petit rapport sur l'utilisation de ces fonds, mais j'appellerai pas ça une contrepartie. C'est juste s'assurer que l'argent est bien allé là où il doit aller, c'est-à-dire au soutien, à l'aide et au financement du journalisme. Alors en termes de soutien, donc là c'était une opération d'urgence, mais il y a aussi quand même un travail qui est fait depuis un certain nombre d'années de fonds par Google et du coup c'est vrai que les relations entre Google et les médias, on va en parler, ça pourrait être qualifié d'une relation de qu'on dit en anglais frenemy, quoi, entre friend et enemy, ami ennemi ou meilleur ennemi. En tout cas, voilà, on va essayer de regarder un petit peu la manière dont les médias voient Google, à la fois comme un prédateur de revenus parfois, mais aussi un gigantesque apporteur de trafic. Et pour se plonger là-dedans, on va écouter ce que disait Marie-Laure Sauty-de-Chalon en septembre 2018 sur BFM Business. Elle était alors la présidente du groupe de presse au féminin.com. La presse écrite a perdu 8 milliards de chiffre d'affaires dans les 7-8 dernières années. Alors pas seulement parce que les GAFA étaient là, aussi parce qu'elle traverse une crise sans précédent de ses contenus, de son mode de diffusion, etc. Mais quand même a connu une crise sans précédent, que l'essentiel de la croissance digitale est monopolisé aujourd'hui partout dans le monde par 2-3 players par pays. Donc il y a une concentration très forte des investissements. Les GAFA se sont appropriés une énorme part en jouant un rôle qui était un rôle d'hébergeur, de plateforme, sans aucune responsabilité. On a vu avec les histoires récentes, que ce soit l'affaire Trump, que ce soit Cambridge Analytica, etc., qu'ils avaient bien évidemment une intervention. D'ailleurs, ils le reconnaissent même devant le Sénat américain. Donc ils ont une responsabilité active dans les contenus. Donc puisqu'ils font ce rôle actif, il est normal à ce moment-là qu'ils partagent ce qu'on appelait traditionnellement la manne publicitaire, ce qui a l'air de tomber du ciel et qui aujourd'hui leur profite principalement. Alors le grand débat, c'est de se dire, est-ce que ça va tuer l'Internet ? Mais non. Aujourd'hui, Facebook fait 16 milliards de profits, Google fait 12 milliards de profits. Il faut absolument qu'il y ait ce partage. Moi, je pense que depuis des années, il faut qu'il y ait ce partage. Ludovic, on vient de l'entendre, la manne publicitaire des GAFA est au cœur du débat. On a d'un côté les médias qui voient ces revenus et estiment que d'une certaine manière leur échappent, et de l'autre côté les plateformes qui ont besoin du contenu des médias. Il faut donc partager la manne publicitaire, c'est ce que dit Marie-Laure Sauty-de-Chalon. Est-ce que tu partages ce point de vue ? Moi, ce que je partage dans ce qui est dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est la crise que traversent les médias, qui est une réalité qui dure depuis évidemment des années, qui est une crise complexe, hein, qui est un changement de modèle, qui est un changement des usages, qui est un changement de la relation avec le lecteur, qui est un changement d'usage, un transfert économique, hein, du print vers le digital. Donc voilà, il y a évidemment à la fois une crise, mais aussi une disruption, comme on dit, qui oblige les médias à repenser leur modèle de distribution, leur modèle d'engagement, qui interroge leur journalisme aussi. Hein. On est dans un univers où les fake news, le fact-checking est plus important que jamais, voilà, la vérification. Donc, il y a une crise, des opportunités aussi, hein, comme toutes les crises génèrent des opportunités de se repenser, de se repositionner, mais ça c'est une réalité. Ensuite, moi, ce à quoi je crois, et je crois que on en parlera après, mais mon parcours
est plutôt symbolique de ça, c'est moi je crois la collaboration entre différents acteurs qui font partie d'un écosystème. Il est évident qu'on fait partie d'un écosystème. Aujourd'hui, nous, Google, j'ai plus de difficultés à mettre dans un même sac toutes les plateformes parce que je crois que chacun a des différences. Google, évidemment, a un modèle qui est un modèle d'apport d'audience, d'apport de trafic, de partage de revenus. Il faut quand même avoir là aussi quelques chiffres intéressants en tête. En Europe, plus de 8 milliards plus de 8 milliards de fois des gens cliquent sur des contenus news depuis Google. Donc il y a là plus de 3000 clics par seconde qui sont apportés et donc de visiteurs qui sont apportés à des sites médias. Il y a en 2018 plus de 14 milliards qui ont été partagés à travers le monde, à travers le partage de revenus publicitaires à des éditeurs. Voilà. Donc, toujours est-il que moi, ce à quoi je crois, c'est la collaboration, et je pense qu'avec DNI, avec le Fonds français d'abord, dont on n'a pas parlé, mais beaucoup de choses ont commencé en France il y a quelques années avec un accord entre... C'est ça, c'était exactement de ça que je voulais parler, c'est qu'effectivement tout a commencé en France, c'est ça qui est super intéressant, en 2013, si je ne m'abuse, sous les ors de la rue de Valois du ministère de la Culture, où Google a donc signé un accord avec la presse, et à ce moment-là c'était le Fonds pour l'innovation de la presse. Alors moi je n'étais pas là le jour de la signature, mais si je ne m'abuse, ça a même été signé à l'Élysée. Et pas rue de Valois. Voilà. Ah oui, d'accord. Bon, alors donc voilà, mais donc du coup tout est parti vraiment, on va dire, du cœur et puis de la France. Qu'est-ce que toi, qui as vécu quand même toute cette histoire, tu dresses comme bilan global de ces 7 ans? À la signature, mais moi j'ai été là au tout début, en effet, puisque c'est moi qui ai, après cet accord négocié, qui ai monté le fonds Google, qui était une association de loi 1901, une sorte de fondation, un organisme qui était indépendant de Google dans son fonctionnement et indépendant aussi des médias, mais qui avait à son conseil d'administration représenté à la fois Google et les éditeurs, et qui a commencé à faire des appels à projets pour les médias français autour de l'innovation et de la transformation numérique. Ce qui est très intéressant, moi je note 2 choses là-dessus, c'est que d'abord la façon dont ont été pensés ces appels à projets ont vu passer là certainement parmi, si ce n'est les principales innovations ces dernières années dans les médias français, tous les grands modèles, changements de modèle d'abonnement, mise en place de zones premium, travail sur la relation avec le lecteur, des nouveaux produits aussi éditoriaux. Je sais pas, je pense à la matinale du Monde, je pourrais en citer, c'est pour en citer qu'un, mais on pourrait vraiment en mentionner beaucoup. Certains extrêmement réussis, d'autres qui ont permis d'apprendre des choses, même si ça n'a pas été une innovation qui a permis nécessairement de générer des revenus, d'autres qui sont vraiment installés dans le paysage. Tous ces projets sont passés par ce fonds français, ont été financés par le fonds français, ensuite par le fonds européen. Et ce qu'on voit très bien, c'est que cette collaboration qui a permis un espace de discussion permanent entre les médias et entre Google a permis d'avancer sur tout un tas de thématiques. Et donc de ce fonds français, de cette discussion, de cette émulation qui est venue de toutes ces discussions, est née une initiative, cette fois au niveau européen, qui est venue 2 ans et demi, 3 ans après le fonds français, un peu prendre le relais, qu'on a appelé la DNI, la Digital News Initiative. Et cette fois, on a été plus loin, on ne s'est pas contenté de faire un fonds
qui stimule l'innovation dans les médias, dont j'ai pris la charge, mais on a aussi ajouté 2 autres piliers, un autour de la formation et du training, de la formation et de la recherche, pardon, avec des rapports sur le numérique, des études super approfondies, vraiment passionnantes qui sont faites chaque année en partenariat avec le Reuters Institute, et j'incite vraiment tout le monde à aller voir. C'est certainement l'une des sources les plus profondes, les plus travaillées sur l'état de la mutation, de la transformation des médias à l'heure du numérique partout dans le monde, au travail de formation sur les nouveaux outils finalement qui permettent d'apporter des nouvelles façons de traiter l'info, d'écrire, de traiter les data, etc. avec le News Lab. Et puis une dimension plus produit, avec des produits comme AMP, produits open source, qui a permis à un nouveau standard open source de multiplier, d'accélérer énormément l'affichage de l'information et des articles sur les mobiles, intégrant là aussi des logiques d'abonnement, des nouveaux produits qui sont venus un peu plus tard comme Subscribe with Google, qui est maintenant mis en place par différents acteurs, le monde, encore une fois, l'a récemment mis en place, mais beaucoup d'autres acteurs partout ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde. Donc une discussion également sur les produits. Donc moi, ma conclusion, c'est quand on se met autour d'une table, qu'on discute, eh bien, on arrive à avancer et à collaborer. Voilà. Alors, on y arrive, mais pas toujours, parce qu'il y a une bataille féroce en ce moment autour de ce qu'on appelle les droits voisins. Alors, pour résumer rapidement, pour ce qui concerne la France, l'autorité de la concurrence a sommé Google de négocier de bonne foi avec les éditeurs. Google vient de faire appel de cette injonction. En parallèle, en Allemagne, puisque les droits voisins s'appliquent au niveau européen en Allemagne, donc Google a négocié avec les éditeurs pour leur proposer une plus grande visibilité. Le bras de fer est engagé aussi aux États-Unis, en Australie. On ne va pas rentrer dans les détails qui sont juridiques, politiques, complexes, mais selon toi, où est-ce que se situe le point d'équilibre entre Google et les éditeurs de presse sur cette question des droits voisins? Moi, je suis clairement pas impliqué là-dedans. C'est-à-dire que moi, mon job, c'est vraiment de faire des appels à projets, de continuer à pousser pour l'innovation et de continuer vraiment à faire avancer les choses dans ce qui me semble la seule vraie façon de changer les choses, c'est de le faire ensemble. Donc, c'est de continuer de collaborer. Et pour moi, le point essentiel, c'est la discussion. La discussion est constante, elle est permanente. Évidemment, elle est parfois complexe, elle est parfois, comme tu le disais, il y a des éléments évidemment juridiques, financiers, il y a parfois de l'incompréhension, mais ce que vraiment ont montré toutes les initiatives, le Fonds français, DNI, la GNI, c'est que quand on se met à une table, quand on discute et que le canal est ouvert, eh ben on trouve des solutions et on trouve des choses pour les différents acteurs en fonction de leur taille, en fonction de leurs besoins. Et voilà. Et donc le plus important, c'est de continuer à se parler et à s'écouter. Autre question clé, tu l'as dit, Google propose des services aux médias comme le service Subscribe with Google, qui est notamment utilisé en France par Le Monde, des solutions aussi pour analyser leur audience. Le versant moins visible, souvent, c'est la question des données, des data de ces médias que Google capte à cette occasion. Même question, là encore, où se situe le bon point d'équilibre dans cette collaboration autour de cette question des données, de l'analyse des données, des abonnements et mais là, vraiment, du sur trafic sur les sites. ce qui a été mentionné là, on n'est pas du tout sur... ce sont des produits qui sont faits et dessinés pour les éditeurs. Donc, Subscribe with Google, le lien avec, justement, c'est une des particularités du produit, c'est que le lien avec l'abonné appartient à l'éditeur et en aucun cas à Google. Donc, on est vraiment là sur...
C'est un dispositif différent de Google Oui, et Analytics, puis alors. le Subscribe with Google, oui, oui, c'est un dispositif d'abonnement, de prix d'abonnement, et la relation avec l'abonné est directe. Et je pense que les outils d'analyse de l'abonnement, propensité à générer de l'abonné, etc., de la même façon, sont des outils qui permettent d'aider à mieux comprendre ses audiences. Hein. On est que là-dedans, voilà. Donc c'est vraiment, il s'agit de produits qui ont été mis en place suite à ces discussions en nous disant, mais finalement, vous avez peut-être un savoir-faire qui va nous permettre de faire de la prise d'abonnement de façon plus simple, avec moins de friction, ou bien à essayer de mieux comprendre nos audiences pour augmenter le taux de conversion, puisqu'on sait bien que dans les modèles d'abonnement, la clé, c'est de se dire comment on augmente le taux de conversion d'un visiteur qui devient un inscrit puis un abonné. Et à l'inverse, comment on réduit ce qu'on appelle l'attrition ou le churn en anglais, c'est-à-dire les gens qui se désabonnent. Pour ça, il faut évidemment comprendre ces audiences. C'est un élément absolument fondamental de toute logique d'abonnement. On a envie maintenant d'engagement, du lien avec le lecteur. On a envie maintenant de parler un peu plus de ton parcours personnel, Ludovic, et de la vision que tu as développée sur ce monde de l'information et de l'innovation dans l'information depuis différents points de vue, notamment ton passage par Harvard, l'université de Harvard aux États-Unis, un endroit vraiment à part, dont on sort différent aux yeux des autres, comme le raconte ce documentaire de France Culture dans la série Ville-Monde. Les étudiants ici appellent ça le H-bomb, la bombe H, c'est-à-dire la bombe Harvard. Je vous enverrai, si vous voulez, un lien sur le... Il y a des endroits où il y a le lexique Harvard expliqué aux étrangers, aux non-initiés. Mais le H-bomb, c'est le moment où, parce qu'en anglais on dit drop, quand on laisse échapper qu'on va à Harvard ou qu'on est allé à Harvard, dans une conversation avec quelqu'un qui n'est pas de Harvard, c'est le moment où il y a habituellement une réaction qui est souvent de l'ordre de l'étonnement, du compliment, les superlatifs, etc. On dit « Oh, Harvard, congratulations ». C'est très fréquent. Et donc, on parle de « drop the H-bomb », ça veut dire le moment un peu inconfortable où on dit « Oui, je suis allé à Harvard », etc. Et ils développent toutes sortes de périphrases. Par exemple, ils vont dire j'ai fait le college à Cambridge ou à Boston. C'est des façons de ne pas dire Harvard. Tu as passé, Ludovic Blécher, une année sur ce campus de Harvard. Est-ce que tu as expérimenté l'effet bombe H ? En tout cas, moi, je voudrais bien mettre la main sur le lexique qui est mentionné dans cet extrait. Bon, c'est amusant, tout ça, ça fait partie un peu des mythes. J'ai pas personnellement utilisé la bombe H, j'aime pas trop utiliser ce genre de bombe. Moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est le changement intérieur, c'est la déflagration intérieure, je vais dire. Pourquoi finalement j'ai fait ça et je suis allé à Harvard. Alors c'était dans quel contexte déjà ? Voilà, donc moi à l'époque j'étais rédacteur en chef et directeur numérique à Libération et finalement j'étais un journaliste qui était devenu un amoureux de la fabrication de nouveaux produits. J'ai toujours estimé que le digital c'était finalement une chance, une opportunité et que en tant que journaliste c'était tellement rare de voir des nouveaux médiums se créer qu'il fallait le prendre tel quel en inventant des nouvelles écritures, en inventant une nouvelle relation avec le lecteur et que tout ça c'était génial. Et donc j'ai été d'abord journaliste, reporter, voilà, c'était ma passion. Et puis très vite je me suis dit mais moi j'aime aussi créer des médias ou à l'intérieur des médias créer ce qui était à l'époque un gros mot à Libération, des produits avec un marketing pour
installer ce produit et attirer de nouveaux lecteurs. Et donc, j'ai été confronté un peu à cette logique où on dit un peu en silo, où j'avais le sentiment que les journalistes me regardaient parfois avec des gros yeux en disant mais pourquoi tu t'intéresses aux abonnés, au montant de l'abonnement, au prix à payer, voire à la publicité ou bien à la communication et au marketing. Ça, c'est pas normalement, ça doit pas être dans ton champ. Et puis des gens plus de partie business qui me disaient, tu as une bonne intuition, tu as mis en place ces zones payantes, etc. Mais tu viens pas non plus de ce monde-là. Et je me suis dit, moi, que finalement, pour arriver vraiment à convaincre et à faire cette transformation numérique, il fallait quand même avoir une vision périphérique. Il fallait être capable un peu de comprendre l'ensemble de l'environnement. Et donc, j'ai candidaté pour un fellowship à Harvard. J'ai eu la chance d'être pris pour ce fellowship. Donc, j'ai passé une année à travailler sur les nouvelles formes de storytelling au MIT, donc vraiment sur le journalisme, et à la business school sur les modèles économiques de la presse et de l'information originale et de qualité. Et mon champ de travail, finalement, la proposition de recherche que j'ai faite, c'était, on est en 2012, sur une sorte de kit de mise en place de modèles payants pour les petits et moyens médias. On voyait déjà les grands médias depuis un moment basculer sur les modèles payants, mais c'était complexe, c'était lourd, c'était coûteux. Et moi, je me disais, mais finalement, on voit bien que la difficulté avec le numérique, c'est d'être un petit peu dans le milieu de la chaîne. On voyait très bien que quand on est le plus gros, on s'en sort. Quand on est une niche experte, on s'en sort également. Un site très spécialisé en B2B, par exemple, là aussi, on arrive à faire payer. Mais quand on est au milieu, qu'on publie un peu sur les mêmes thématiques, mais que l'élément qui change, comme on dit en radio, c'est la couleur d'antenne, c'est la façon d'écrire, etc. Là, on avait plus de mal à monétiser, à se faire un public. Donc, comment on mettait en place la diversité? C'était en allant sur des modèles avec plus de choix, plus d'engagement, un lien renouvelé avec le lecteur et certainement du payant. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était apporter à tous ces médias qui voulaient basculer vers cette prise de risque avec un journalisme parfois plus exigeant, avec une relation avec le lecteur parfois plus engagée, avec un modèle où on assumait que l'information avait un coût à produire et que la qualité, ça se paye aussi, comment on pouvait leur donner des outils, mettre en place une mécanique pour qu'ils arrivent à faire cette bascule qui impacte tout. On ne parle pas que là de business, ça impacte le modèle économique, mais ça impacte fondamentalement son offre éditoriale, sa façon d'appréhender le lecteur et le visiteur, la distribution de l'information, la profondeur qu'on lui donne, etc. Donc voilà, c'était un peu ce que j'ai été chercher là-bas, casser l'ensemble de ces silos. Et puis derrière, naturellement, on voyait bien que c'est un lien qui mettait entre l'innovation, la compréhension de l'écosystème, non pas comme un peu un buzzword, mais comment les uns et les autres s'aident. Il est évident que des grands acteurs qui devenaient les grands acteurs qui distribuent l'information étaient totalement part de cet écosystème, comment tout ça pouvait fonctionner ensemble. Et donc, naturellement, ça me mettait en position un peu de pont entre ces grands acteurs du numérique et puis les médias. Et pousser pour l'innovation, ça a toujours été je dirais ma marque de fabrique, sous-tendu parce que ma passion fondamentale, c'est le journalisme de qualité, le soutien au journalisme, la fabrication d'une information qui aide les citoyens à mieux comprendre le monde qui les entoure et qui joue un rôle démocratique qui doit être soutenu et qui est plus important que jamais. Rétrospectivement, sur ces 20 années, tu trouves finalement que les médias ont évolué rapidement, qu'au contraire ils ont évolué lentement, qu'il y a toujours des raideurs et beaucoup de silos, qu'ils ont perdu leur âme? C'est quoi ton regard rétrospectif sur ces 2 décennies là qui viennent de s'écouler pour les médias?
Mais là aussi, je crois que c'est injuste de résumer les choses en 3 phrases. C'est trop facile de dire ils sont trop lents ou trop rapides ou formidables. Je crois que un des éléments du numérique, c'est qu'il n'y a plus de silver bullet, comme disent les Américains, un peu, hein, c'est-à-dire de recettes miracles, de recettes magiques. Voilà. Donc maintenant, un des éléments du numérique, c'est évident que chacun doit construire sa petite recette. Il faut s'inspirer des autres. On peut emprunter les ingrédients de ce qui se fait partout ailleurs, mais à un moment, il faut construire avec son identité, son journalisme, sa réalité et surtout ses audiences. Il y a des modèles nouveaux, remarquables, et on peut en citer en France, Mediapart, dans le B2B, des choses comme Contexte, on peut en citer plein, des modèles chez des grands médias qui réussissent la transformation de façon absolument formidable. Je veux dire, le Monde, le Figaro, hein, qui sont vraiment exemplaires dans leur façon d'accompagner, de réussir ce changement dans des environnements extrêmement complexes, dans des machines qui sont beaucoup plus lourdes que pour un pure player. Donc voilà, on y va. Mais il y a aussi toujours des pesanteurs, c'est évident. Donc plein de bonnes choses, plein d'opportunités, des pesanteurs aussi. Je reviens à ce que disait Marie-Laure Petit-Chalon sur la crise de la presse, qui est une crise finalement qui est plutôt une adaptation à de nouveaux usages et à des nouvelles réalités. Voilà, comment on fait face à ça? Une crise, c'est toujours complexe, ça appelle toujours des solutions qui appellent à la réinvention, et donc il y a des créations de nouvelles choses à l'intérieur des entreprises, il y a des nouveaux venus qui viennent un peu y ajouter un grain de sel et une petite musique différente. Donc ce que je peux dire, c'est que c'est complexe mais fascinant, et que je suis très optimiste pour le journalisme. Pour le journalisme. Alors, moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur un sujet pareil qui n'est pas binaire, mais entre l'innovation techno, on va dire, et l'innovation éditoriale. Il y a des gens qui considèrent que finalement, du contenu, de l'info, il y en a déjà énormément, voire trop, et que bon, en fait, c'est surtout, il faut aller chercher des nouvelles technos ou peut-être des nouveaux canaux. Alors, il y a YouTube, WhatsApp, TikTok maintenant, etc., ou des innovations d'intelligence artificielle. Et puis il y en a d'autres qui estiment que de toute façon l'alpha et l'oméga, ça va être l'innovation éditoriale, et qu'ensuite on va trouver les outils qu'il faut pour ça. Comment toi tu vois ça, et en plus en étant dans une entreprise technologique? Écoute, je ferai une réponse un peu sur les mêmes lignes. Dis-moi quel est ton modèle et je te dirai ce qui pourrait convenir le mieux. Je crois que là encore, il n'y a pas un élément. D'abord l'éditorial, finalement. Mais pas nécessairement. Si on est dans un modèle, on va le dire autrement, l'éditorial, c'est de toute façon le point de départ. C'est-à-dire, si on fait du journalisme, il est évident que le point de départ est l'éditorial. Mais le rapport aux outils et à la techno va être différent si on est dans un modèle 100% abonnement, si on a un modèle d'un taux de conversion, mais qui est un modèle très mixte, où avoir beaucoup d'audience et beaucoup de reach est aussi important que de monter son taux d'abonnement, ou bien si on est sur un modèle purement gratuit, où là, ce qui est important, c'est de générer un maximum d'audience. Il est évident que sur un modèle qui est un modèle d'abonnement, le cœur, le fondamental, c'est le journalisme, la qualité de son journalisme. Et je crois que réellement, la reconstitution du lien avec le lecteur part de là. C'est le plus fondamental. Quelle est sa promesse éditoriale? Comment on est capable de la tenir? Comment on est capable de faire des choix? Comment on est capable de produire un journalisme d'extrême qualité aujourd'hui? Voilà. Et ça, les gens sont prêts à le payer. Ensuite, la techno va être utilisée cette fois dans un peut-être second temps pour des logiques de réduction, par exemple, du churn, de réduction de l'attrition, comment on maintient ses abonnés, comment on se rappelle à ses abonnés, comment on fait en sorte que quelqu'un qui s'est abonné avant tout pour soutenir la qualité soit aussi au courant de ce qui est produit à travers des newsletters, des rappels, des alertes, des choses qui sont poussées pour s'assurer qu'il le consomme et qui
qui profite de la qualité pour laquelle il paye, que ça lui donne envie de se réabonner, ou bien d'être un ambassadeur de la marque média en faisant connaître le titre. Voilà, donc tous ces éléments-là, la technologie, elle est fondamentale, utilisée au bon endroit, et le journalisme, c'est évidemment le moteur, l'élément de départ, l'élément sur lequel tout se fait. Voilà, donc là aussi, ça vient cohabiter. On aurait énormément de questions à te poser, mais le temps file un peu. On aurait pu parler podcast, on aurait pu parler newsletter, on aurait pu parler de toutes ces choses qui excitent beaucoup dans le monde des médias en général. Je vais peut-être limiter à une question sur le rôle, la place que tu vois, toi, pour l'intelligence artificielle dans les médias, dans les années qui viennent, et pour prolonger encore la question, c'est quoi ta vision des médias d'ici 5 ans? Bon, faire des prédictions encore plus aujourd'hui, je vais pas m'y risquer. Il y a des grandes tendances néanmoins, et le rôle de l'intelligence artificielle. Prenons les deux éléments là que tu as cités. Tu as parlé des podcasts, tu as parlé des newsletters. On a financé des projets, par exemple, pour l'Écho, je crois, en Belgique, journal économique, qui s'est dit, mais finalement, mes lecteurs qui s'intéressent à l'économie, aux finances, eux, ils sont très sectorisés. Et nous, on est capable aujourd'hui, avec notre rédaction, de produire 2-3 newsletters par jour, mais finalement, si on plonge dans nos bases de données, on serait capable de produire des dizaines de newsletters sur tous les secteurs. Automatiquement. Et donc, avec l'intelligence artificielle, ils génèrent automatiquement, ils assemblent avec des éléments, des données marché et des éléments de leur propre base éditoriale, des newsletters automatisés. Le but du jeu n'étant pas du tout de remplacer le journaliste, bien au contraire, c'est de lui dégager du temps pour qu'il puisse faire au sein de cette information qui est poussée, beaucoup plus d'analyse. Donc, au contraire, de lui dégager du temps, qui est ce sur quoi les gens vont payer, c'est-à-dire le point de vue, l'analyse, l'aide à la compréhension de l'information. Donc, ça, c'est un des éléments de l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'autre élément, c'est la compréhension des audiences pour monter à s'assurer d'un lien plus permanent, pousser plus d'informations, mais faire en sorte qu'elles soient lues, que d'accroître l'engagement du lecteur et de réduire par là le nombre de désabonnés, de générer plus d'abonnés, de mieux comprendre comment cette information est utilisée, consommée. Et puis évidemment sur le podcast, on voit bien qu'on est en train de rentrer dans un monde qui est aussi un monde conversationnel, où on ne se contente plus de recevoir l'information, mais on est aussi en demande-réponse, et donc il y a de plus en plus d'assistants, de boîtiers, d'éléments physiques dans sa voiture, à la maison, où on converse avec une machine qui est un réceptacle, un nouveau outil de distribution de l'information. Et donc pour les médias, c'est comment on se met à répondre à des questions qui sont posées, et on rentre sur cette logique du conversationnel. Merci beaucoup. Mais moi, je crois, mon dernier point, c'est vraiment, je ne suis pas du tout sur des théories où l'un va remplacer l'autre. Il y aura de la place pour tout le monde au bon endroit. Le print n'est pas mort, la radio est plus vivante que jamais. Il y a des nouveaux modèles qui se créent, il y a des modèles qui s'ajoutent, il y a des éléments qui changent, mais on est dans le bon positionnement pour le public recherché, avec le modèle économique afférent qui fait sens. Et recréer le lien avec le public, on a compris qu'effectivement c'était sans doute l'alpha et l'oméga de cette histoire. Merci beaucoup Ludovic Blécher d'avoir été avec nous dans Aparté. Merci Jean-Baptiste. Merci Ludovic d'avoir été l'invité de ce dernier numéro de la saison, un numéro un peu plus long que d'habitude. Salut Jean-Baptiste Diebold. Salut Philippe. Merci à vous. Salut à tous les deux. Cet épisode marque la fin de la 2e saison d'Aparté, un podcast qu'on a lancé en février 2019. C'était d'abord Jinkyo, dont je suis le cofondateur. On voulait donner de l'inspiration à notre communauté de journalistes et de responsables de médias. L'aventure s'est lancée avec Élise Colette,
qui est devenue récemment directrice adjointe de Public Sénat en charge du numérique. Et en début d'année, nous avons été très très heureux d'accueillir Philippe Couve et Marianne Rigaud de samsa.fr qui font avancer très utilement l'innovation éditoriale via la formation, avec beaucoup de choses lancées en période de Covid que je vous laisse découvrir sur samsa.fr. Nous restons tous les quatre bien entendu à l'écoute de vos idées, de vos remarques et de vos commentaires ou étoiles sur les plateformes de podcast. À bientôt. Et on vous souhaite à tous un bel été, très bel été. Salut à toutes et tous, à très vite. Vous venez d'écouter Aparté, le podcast de l'innovation éditoriale. Qui vous est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Et samsa.fr, la solution formation des médias et journalistes engagés dans le numérique. Un podcast créé par Élise Collette et Jean-Baptiste Diebold. Design graphique Benjamin Leble. Communication Laurie Lejeune. Générique et habillage sonore Boris Leble.